Evening News. Les épreuves pour le diplôme d'études fondamentales d'EF session 2021 ont démarré ce 16 août 2021. Notre équipe de reportage a fait le tour de quelques centres d'examen de Bamako, vous verrez. Samedi dernier, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a été reçu à Ndebougou où il a participé au lancement du projet Ndebougou 4. Moussa Tembine nous en dira plus. Hors de nos frontières, des Afghans marchent jusqu'à l'aéroport de Kaboul après la prise de la capitale par les talibans. Aimables téléspectateurs, bienvenue au rendez-vous de l'information sur Joliba TV News. Après les examens du brevet de technicien 1 et 2 la semaine passée, c'est au tour des candidats à l'examen du diplôme d'études fondamentales d'EF session 2021. Les épreuves pour le DEF ont donc débuté ce lundi 16 août 2021 au Mali. Notre équipe de reportage a fait le tour de quelques centres d'examen de Bamako. Aminata Traoré et Bakoro Banyare pour le compte-rendu. Géographie 1. Quels sont les affluents des fleuves Niger et Sénégal? Les épreuves du diplôme d'études fondamentales DF ont démarré ce lundi 16 août 2021 sur toute l'étendue du territoire national malgré les tractations entre les syndicats des enseignants et le gouvernement. Cependant, les responsables de l'éducation restent optimistes pour la réussite de l'examen. Ce matin, je peux dire que ça se passe bien parce que nous n'avons enregistré aucun incident. Jusque là où nous sommes, ça va. L'avenir de ce pays-là, c'est eux. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour les aider, en tout cas, à surmonter les difficultés qu'ils ont, afin qu'un jour, ils puissent être à la hauteur de la tâche qu'on va leur donner. Ces candidates rencontrées affirment que pour cette première journée, les sujets étaient abordables. Ça s'est bien passé quand même pour moi. Ce matin, c'était bien passé. C'était très bien passé. C'est ma première fois de faire l'EDF. J'ai pu me débrouiller. Drissa Sidibé, chef du centre de l'école Prosper Camara de Amdalaï, estime qu'il n'y a aucun problème majeur dans son centre, à part que certains sujets auraient fuité, mais que des dispositions ont vite été prises par le ministère pour les changer. Du début du matin jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. Dieu merci, ça se déroule normalement. La fuite, on a entendu ça à la télé, sur les réseaux sociaux. Ils ont changé de sujet, par exemple le sujet de rédaction, ça a été changé. Voilà. C'est pourquoi les épreuves ont pris un peu de temps ce matin-là. Bon, c'est pas bon, l'élève doit travailler à la sueur de son front, c'est ce qui est mieux. Voilà. À la sueur de son front, voilà. Et nous verrons à cela aussi, ici, Inch'Allah. Notons que cette année, le nombre total des candidats à la quête du diplôme d'études fondamentales DF au Mali est de 29 250. Bonne chance à tous les candidats. Un accident survenu ce dimanche 15 août dans la région des Kaolack au Sénégal a provoqué la mort de 4 individus et des blessés graves. Cet incident causé par un camion avec la matricule malienne a attisé la colère des jeunes Sénégalais qui se sont alors attaqués aux véhicules en provenance du Mali. Les autorités des deux pays appellent au calme. Sur la route nationale numéro 1, entre la ville de Kaolack et la commune de Kahone au Sénégal aux environs de 15 heures, un gros porteur avec une plaque d'immatriculation malienne a heurté un motocycliste avant de cogner un taxi qui s'est finalement retrouvé démoli sous le camion. L'information a vite fait le tour de la toile, incitant le ministre sénégalais des infrastructures et des transports terrestres, Mansour Faye, à déplorer, je cite, « C'est avec une douleur atroce et une vive colère que j'apprends le décès de 4 occupants d'un taxi qu'un camion a percuté à Kaolack sans leur laisser la possibilité d'échapper à cette mort atroce. » Des blessés sont aussi notés durant cet accident odieux et révoltant. Dans la foulée, refusant de digérer l'incident, les jeunes de la localité de Kaolack avaient pris d'assaut le lieu de la tragédie et se sont manifestés en attaquant les véhicules en provenance du Mali, dont 5 citernes et des camions stationnés à proximité. Suite à ces scènes, le gouverneur de Kaolack, pour des raisons d'ordre sécuritaire, avait interdit la circulation sur toute l'étendue de la région, tout camion d'immatriculation étrangère jusqu'à lundi matin. En revanche, à la frontière malienne à Diboli, ce sont des chauffeurs maliens qui se sont pris aux camions sénégalais.
Cette situation sur le point de tourner au vinaigre a tout de suite été jonglée par les autorités des deux pays qui ont invité la population à observer le calme. Le ministre sénégalais des Infrastructures et des Transports terrestres, Mansour Faye, déclare, je cite, « Les auteurs de cet acte ignoble seront appréhendés et traduits en justice. Une enquête est en cours. Je demande aux populations de rester calmes et de s'assurer que l'État du Sénégal fera le nécessaire. » Fin de citation. De même, le ministre malien des Transports assure que les contacts sont pris avec les autorités sénégalaises pour faire toute la lumière sur ces graves incidents qui n'honorent pas les excellentes relations de fraternité et d'amitié entre nos deux pays. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a été reçu ce samedi à Ndebougou. Il a participé au lancement du projet Ndebougou 4 dont le montant est estimé à 26 milliards de francs CFA. Moussa Tembini. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, en marge de sa visite dans la zone office du Niger, a participé au lancement du projet Ndebougou 4, financé par les partenaires allemands à travers le projet KfW d'un coût de 26 milliards de francs CFA. Selon la directrice du projet KfW, l'initiative serait un apport pour la population de Ndebougou. Un élément clé de ce nouveau projet, c'est l'amélioration du système de drainage dont les effets ne toucheront pas seulement toute la zone de Ndebougou même, mais aussi les zones voisines. Cela ne permettra pas seulement l'augmentation de production et donc la sécurité alimentaire, il contribuera aussi et surtout à la protection des terres et donc l'utilisation du potentiel économique à long terme. Le Premier ministre a remercié les partenaires allemands qui, selon lui, n'ont jamais cessé d'accompagner le Mali dans les situations difficiles. Ce projet est d'une importance capitale pour les autorités de la transition, a rappelé le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Je m'en vais juste dire que le projet que nous sommes venus lancer, financé pour l'essentiel par la coopération allemande et en partie par la partie malienne, les communautés maliennes, sachant que ce projet a plusieurs dimensions. Vous avez plus de 4000 hectares qui vont être irrigués. Vous avez un canal de plus de 33 km qui va être élargi, agrandi pour faciliter l'irrigation d'autres zones, pour éviter les inondations avec leurs conséquences et permettre d'augmenter la production agricole, de rendre possible l'autosuffisance alimentaire et en même temps donner beaucoup d'espoir à la jeunesse. Il est essentiellement financé par la coopération allemande à travers la KfW. Il permettra l'extension du canal sur plusieurs kilomètres, la réhabilitation des infrastructures dont le canal Gurber et le barrage de Markala, l'appui institutionnel et celui des exploitants. Quant aux producteurs, ils se félicitent du démarrage de ce projet dont l'impact attendu est très important pour la population de la zone. Poursuivons avec l'actualité concernant le Premier ministre. Depuis la semaine dernière, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a entamé une série de tournées dans certaines régions du Mali. Dans la région de Ségou, il était en tenue militaire. Quel message veut-il véhiculer? Des précisions avec Fabrice Nouzian-Yovo. Vous avez deux hommes en tenue à la tête de l'État aujourd'hui, un en action et l'autre en réserve. Oui, vous avez bien entendu. Deux soldats à la tête de la transition, un en action et l'autre en réserve. Tel est l'état d'esprit du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Transition en marche, plan d'action du gouvernement en gestation. Le chef du gouvernement sur le terrain, le patron de la primature, Dr Choguel Kokala Maïga, recherche encore ses marques pour réussir la transition. Pour être pratique et proche des enjeux de l'heure, une tournée s'impose. Le Premier ministre a sillonné Bougouni, Sikasso, Koutiala, Ségou, Ndebougou et Diabali. Là, on le voit en tenue militaire. Est-ce une façon de soutenir les forces armées sur le front et de durcir le ton contre les terroristes ou une simple communication non verbale? Peut-être oui, puisque dans la sous-région, on peut citer le président Macky Sall du Sénégal et Feu Ahmed Bagayoko de la Côte d'Ivoire dans la même posture. Quelle est donc la communication politique que l'on doit retenir de ce contexte précis? Alors, la communication politique n'est pas que le discours verbal, n'est pas que de la communication verbale.
c'est également de la communication non verbale. Les tenues que nous portons parlent à notre place. Il faut le placer dans le contexte. La zone de Djabali a été, je crois en janvier 2013, une zone de combat à haute intensité, un théâtre des opérations où les forces les militaires maliens se sont battus avec nos partenaires pour libérer la zone. Donc, pour certains analystes, il y a déphasage entre le discours d'hier et celui d'aujourd'hui. Nous sommes dans un régime politique, mais plus militaire. Nous sommes dans une transition de type militaire. Pourquoi je le dis? Parce que dans un passé récent, lui-même, il a condamné la militarisation, entre guillemets, de l'administration, le tout militaire, le CNT militaire. Donc, ces chargés de communication auraient pu faire l'économie de cette tenue. Ils se seraient rendus sur le terrain avec une tenue décontractée. Il y aurait moins de commentaires. Aussi peut-on lire sur le compte Twitter de l'ancien ministre de la Justice, Mamadou Ismaïla Konaté, je cite, « La transition est doublement militaire ». Ceci confirme les tendances et l'état d'esprit du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Le soldat deuxième classe, Choguel Maïga, va-t-il mériter d'autres galons d'ici la fin de la transition? Wait and see. Ce samedi 14 août 2021 s'est tenue la remise des attestations aux participants à la formation de CFI à l'hôtel Columbus de Bamako. Reportage Siran Douba et Aruna Saliakone. 7 médias, dont un de Dioro, un de San, 2 de Ségou et 3 de Bamako ont pris part à cette 4e session de formation qui a porté sur le journalisme sensible au genre et au conflit. Le coordinateur du projet Média Sahel, Lassina Nyangali, évoque l'utilité et l'initiative de cette formation. Cette formation porte sur le thème journalisme sensible au genre et au conflit. Alors on a travaillé avec 7 directeurs de radio de Bamako et de Ségou. Ils ont été formés sur la thématique pour pouvoir appliquer les connaissances apprises dans leur radio. Dédé Célia d'Almeida, formatrice sur la session, se prononce. L'objectif était de les outiller avec des notions sur les questions de genre et les questions de conflit, de sorte que dans leur exercice professionnel, ils puissent en tenir compte. Parce que de plus en plus, nos sociétés sont en mouvement, sont en évolution et les meilleurs témoins, ce sont les médias, en particulier la radio. Kwasi 11 ans de Joliba FM, participant à la formation et ayant bénéficié précédemment à la session de perfectionnement en gestion économique et marketing de radio de proximité, envisage l'application sans délai des acquis reçus lors de ces formations. Bon, je tiens à remercier l'équipe CFI de nous avoir donné cette chance pour nous outiller afin que nous puissions avoir le bagage nécessaire de mieux gérer nos médias pour qu'ils soient rentables et aussi de motiver toute l'équipe que nous dirigeons pour qu'ensemble nous atteignions nos objectifs et dans un climat d'équité et d'égalité. Pour rappel, l'objectif général du projet Média Sahel est de promouvoir à travers les médias l'inclusion des jeunes femmes et hommes confrontés à la crise que traverse le Sahel. À présent, voici l'image du jour consacrée à Sao Tomé et Principe. Sao Tomé et Principe, ou Saint-Thomas et l'île du Prince, est l'un des plus petits pays d'Afrique qui occupe un archipel de l'Atlantique Sud situé dans le golfe de Guinée, à 239 km des côtes du Gabon et 216 km de la Guinée équatoriale. Il est formé de 2 îles principales, Sao Tomé et Principe, se trouvant entre les 2 îles équato-guinéennes d'Anombon et de Bioko. L'ensemble du territoire couvre une superficie d'environ 1000 km². Le relief volcanique culmine à plus de 2000 mètres. Le climat est de type équatorial. L'agriculture et notamment la production de cacao conserve une place importante, mais l'exploitation attendue des hydrocarbures et le potentiel touristique ont fait naître de grands espoirs dans un pays pauvre qui reste largement tributaire de l'aide internationale.
Sao Tomé et Principe est une ancienne colonie du Portugal, indépendante depuis 1975 et sa langue officielle est le portugais. Evaristo Carvalho devient président de la République le 3 septembre 2016 de Sao Tomé et Principe. Le Cameroun, l'Haïti, l'Afghanistan et le Qatar constituent l'actualité internationale. Fanta Diarra. La Coupe d'Afrique des Nations de football CAN, qui s'y déroulera depuis 2022 au Cameroun, est la lueur d'espoir d'une des principales économies de la région, qui tourne au ralenti, frappée par la crise du Covid et deux conflits sur son territoire. La CAN, à grands traits, apparaît comme une activité. La CAN a un grand trait et apparaît comme une activité de souveraineté, de rayonnement international et de prestige de l'État camerounais. C'est pour cela que l'État camerounais y a investi des moyens considérables. C'est vrai. C'est vrai que ça nous procure des infrastructures, mais ça fait saigner le contribuable camerounais. Lorsque vous avez un stade dont le coût initial était de 163 milliards et que le président consente à un déblocage de 55 milliards de plus sans justifier le pourquoi, est-ce que le coût a été ajouté? Moi, je suis tellement fière. Je suis tellement fière de me préparer à accueillir cette CAN pour faire renaître davantage la confiance aux femmes, aux jeunes, à rêver, à construire par eux-mêmes l'Afrique. Les Zambiens brandissent des drapeaux et chantent des chansons en soutien au nouveau président Hakainde Hichilema. Une grande foule se rassemble devant le centre des résultats à Lusaka pour célébrer les résultats de la présidentielle. C'est un moment très émouvant pour certains d'entre nous, mais nous gardons aussi à l'esprit que le peuple zambien a délivré l'autorité pour gérer les affaires et les intérêts du peuple de ce pays. Nous devons donc traiter cette question d'une manière très sacro-sainte, car elle ne l'est pas. Il ne doit pas y avoir des citations de notre part parce que le fardeau est vraiment très lourd. Nous savons pertinemment que l'économie a été endommagée par l'ancien gouvernement et nous devons encore déterminer dans quelle mesure elle l'a été. Et une fois que ça sera établi, nous verrons à quel point le fardeau que nous avons décidé de nous imposer sera lourd. Le Qatar a déclaré le lundi 16 août qu'il faisait tout son possible pour aider à évacuer les diplomates et le personnel étranger des organisations internationales cherchant à quitter l'Afghanistan. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed bin Abdurrahman Al Thani, dont le pays a joué un rôle clé dans la tentative de parvenir à un règlement politique en Afghanistan, a déclaré lors d'une conférence de presse dans la capitale jordanienne que Doha recherchait également une transition pacifique après le retrait des États-Unis. Le rythme rapide des développements suscite une inquiétude internationale et le Qatar fait tout son possible pour opérer une transition pacifique, en particulier après le vide qui s'est produit, a déclaré Al Thani. Le Qatar, qui entretient de bonnes relations avec les talibans, s'emploie également à garantir un cessez-le-feu complet dans tout le pays à ce que la stabilité prévale, a-t-il ajouté. في أن يكون هناك خروج آمن. Un hôpital au Caille en Haïti est submergé par les victimes du tremblement de terre, tandis que des bénévoles cherchent désespérément des survivants dans les décombres, alors que le bilan du puissant séisme qui a frappé le pays s'élève à plus de 1200 morts. Il y avait une accumulation de personnes. Hier, c'était vraiment dur et on n'avait pas assez de personnel.
On avait les personnes qui travaillent à l'hôpital, mais on n'avait pas assez de personnel, bien qu'on les a retenus jusqu'à 6 heures. Mais on a bien géré la situation. On fait de même aujourd'hui pour bien gérer la situation pour la population. Un grand nombre de personnes se dirigent vers l'aéroport après que les talibans aient déclaré que la guerre était finie un jour après la prise de la capitale. Des Afghans essayent désespérément de fuir vers l'aéroport international Hamid Karzai, situé à 5 km du centre-ville de Kaboul, alors que les pays occidentaux se précipitent pour évacuer leurs citoyens de l'aéroport où la situation est de plus en plus chaotique. Les habitants, eux, craignaient que les talibans imposent à nouveau la charia. Pendant leur règne de 1996 à 2001, les femmes ne pouvaient pas travailler et des punitions telles que la lapidation, le fouet et la pendaison étaient administrées. Le président Ashraf Ghani a quitté le pays le dimanche dernier pour éviter une effusion de sang. Le chef des talibans a déclaré que les insurgés se regroupent dans différentes provinces et assistent les forces étrangères avant de créer une nouvelle structure de gouvernance. Maintenant, sport. En basketball, le Mali est champion d'Afrique des moins de 16 ans chez les filles. Les Maliennes se sont imposées en finale hier dimanche face à l'Égypte 68-65. Chez les garçons, le Mali s'est incliné face au même pays 63-62. Retour sur cette journée riche en basket avec El Hadj Malik Guiteye. Un dimanche de basket. Engagé sur 3 fronts, le Mali était à l'honneur sur la scène du basketball africain et mondial. 2 finales africaines et une 3e place mondiale à conquérir. Il n'y a rien à dire. Les basketball maliens se portent bien. Berté, le step back, Berté. Chez les garçons, toujours face au pays organisateur, l'Égypte, il a fallu attendre les dernières secondes pour voir les jeunes Maliens s'incliner de justesse 63-62. Le Mali n'aura donc pas de 2e titre continental chez les garçons après celui de 2017 conquis aux îles Maurice. Après cette édition, l'Égypte reste le maître du côté des garçons avec 5 titres suivis du Mali et de l'Angola qui ont 1 titre chacun. Outre les 2 finales du championnat d'Afrique des Nations, le Mali disputait aussi la 3e place de la Coupe du monde féminine des moins de 19 ans face à la Hongrie, pays organisateur du tournoi. Après un parcours très brillant, la sélection malienne a été battue en petite finale par la Hongrie, 88-67. Pas donc de médaille de bronze pour le Mali, qui reste quand même la seule équipe féminine africaine ayant atteint la demi-finale de cette compétition mondiale. Sous la houlette de la Fédération malienne de basketball, les sélections maliennes de petites catégories planent en Afrique et dans le monde depuis un certain temps. À ce jour, le Mali reste le seul pays africain qui participe régulièrement aux différentes compétitions mondiales de petites catégories. On peut donc dire, oui, les basketball maliens se portent bien, et même très bien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Joliba Evening News. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.